Les Ivoiriens, entre politique gouvernementale libérale active non discursive et politique d'opposition socialiste démagogique et vraisemblablement sans programme ni projet. On va vous parler d'une spécificité ivoirienne qui est simplement de l'aberration. Ça veut dire pour un homme qui a un peu de sens commun, de bon sens, tu regardes tous les politiciens ivoiriens, le parti au pouvoir et l'opposition. Voilà un parti au pouvoir qui est libéral et qui travaille, mais qui est bobo. Et on a des opposants qui de façon démagogique et arbitraire se font passer pour des socialistes et des gentils, des braves hommes, qui n'ont pas de programme, qui n'ont pas de projet et qui ont un bilan lamentable, mais eux parlent beaucoup. Et ces deux éléments contribuent à assassiner la démocratie en Côte d'Ivoire. Entre un gouvernement libéral qui agit, certes efficacement, dans la réalisation de son projet libéral national de développement, mais sans en parler et sans discourir, sans assortir pédagogiquement cette action d'une justification explicative et une opposition, soi-disant de gauche, bavarde et vraisemblablement menteuse, qui semble n'avoir pour projet que la conquête patrimonialiste du pouvoir d'État. L'attente des Ivoiriens en matière de prestations démocratiques semble seulement à moitié satisfaite. C'est un texte de Père Alexis Diette. Il nous dit, quand tu regardes le RHDP là, le RHDP est un parti libéral. Pour aller plus vite, on dit qu'un parti est libéral quand ce parti-là base son idéologie politique en disant « Nous croyons à l'homme et nous donnons la chance à chacun de bénéficier dans la société en fonction de ses capacités. » On crée les conditions globales et on laisse chacun se défendre. C'est ça être libéral. Et aujourd'hui, le RHDP-RDR est libéral. Ce même parti pose des actions efficaces, fait des réalisations, fait des grands projets, développe le pays. Mais après avoir fait tout ce travail-là, eux ne parlent pas à quelqu'un. Eux ne savent pas comment expliquer le travail qu'on a fait là, pourquoi c'est important, ils ne savent pas faire ça. Eux ne savent pas qu'on doit éduquer la population, comment comprendre l'utilité du travail qui est fait et comment protéger le travail qui est fait. Eux font et puis maintenant ils s'asseyent, ils disent de toute façon là, si les gens voient avec leurs yeux là, c'est déjà bon. Et dans le même temps, on retrouve une opposition des plus nuls qui n'ait jamais existé. Ils disent que eux ils travaillent en tant que des socialistes. Mais des opposants qui sont des bavards patentés, des menteurs invétérés. Ils n'ont pas de programme. Leur seul programme, c'est qu'il y a un faux Dieu. Et le projet de ce faux Dieu, c'est la conquête patrimonialiste du pouvoir de l'État. Ici, vous allez nous permettre d'aller un peu avec Max Weber. C'est lui qui explique ça très bien. Ça veut simplement dire la conquête et l'exercice du pouvoir par la dictature. C'est un seul homme qui est à la tête de l'État et c'est lui seul qui décide tout. Et c'est lui seul qui prend toutes les décisions. C'est ça qu'on appelle une gestion patrimonialiste du pouvoir d'État. Donc, leur projet, c'est de mettre le dictateur à la tête de l'État. Que ce soit Tidiane Thiam ou que ce soit Gbagbo, c'est des gens là, quand eux sont là, personne ne réfléchit. Et donc, une fois qu'ils font ça, ils font beaucoup de bruit, du bavardage, comme si c'est eux seuls qui existaient en Côte d'Ivoire. Entre-temps, le RHDP Bobo est arrêté là comme ça. Mais le drame dans cette histoire-là,
quand vous regardez ces deux types de partis politiques ou même de groupements politiques, c'est que ce que les Ivoiriens espéraient en matière de démocratie n'est pas du tout satisfait. Comment peut-on pratiquer une démocratie si on n'éduque pas le peuple, si on ne communique pas sur des actions démocratiques, mais que, à contrario, ce soit des actions subversives, que ce soit des actions d'autocrates et des actions pour tromper le peuple qui prennent le discours populaire dans la cité. Et c'est ça aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Ceux qui travaillent sont tellement heureux qu'ils se disent, nous n'avons même pas besoin de parler. Et ceux qui ne doivent pas parler, eux se disent, comme ceux qui devraient parler n'ont pas le temps de parler, nous on va pourrir la société. Là quand c'est comme ça, le travail qui est fait là, on va inviter les jeunes gens, on va dire brûler. Et ils n'ont pas montré l'importance du travail qui est fait aux gens. Ils n'ont pas expliqué pour éduquer pédagogiquement les gens. Donc, c'est totalement normal qu'on leur dise qu'on ne mange pas la route. Comme on ne mange pas la route là, en 2020, prenez les pioches et puis découpez les routes. Allez brûler les ponts là. Brûler les universités. C'est là qu'on se rend compte que le silence, le manque de discours, le manque d'explication et d'éducation nous aura conduit à un État défaillant. La gouvernance démocratique parlementaire est toujours transparente, c'est-à-dire à la fois active et discursive. Quand on parle d'une vraie démocratie, dans une vraie démocratie, les actions qu'on pose là, on vient se justifier devant le peuple. On peut le faire à l'Assemblée nationale, pendant des séances à l'Assemblée nationale, ou bien même on peut choisir d'autres opportunités pour expliquer cela clairement aux populations. L'action politique, la réalisation technique du programme partisan s'y combine avec la parole publique et avec l'argumentation explicative. Quand on est en politique là, et puis on a la chance de réaliser notre programme de société là, il faut sortir pour parler publiquement. Et quand tu sors pour parler publiquement, il faut expliquer ça avec des arguments pour convaincre encore davantage que le travail que vous voyez là, non seulement c'est bien, mais regardez encore les arguments qui sont là. Ça renforce votre crédibilité. Les choix et les décisions politiques s'y combinent avec l'explication et la justification parlementaire. Ah non, la Côte d'Ivoire est un pays malheureux. Les Ivoiriens ne vivent pas bien. L'idéal de la Côte d'Ivoire, c'est comme si c'est comme ça. Mais si le gouvernement avait fait le choix, à travers des décisions politiques, de faire des explications et de justifier chaque action, même ne serait-ce qu'à travers des confrontations avec l'hémicycle, avec l'Assemblée nationale, et qu'on mettait ça, même les séances parlementaires qu'on filmait pour montrer aux Ivoiriens, les Ivoiriens auraient appris beaucoup de choses. Les séances parlementaires, on doit mettre ça à la télévision du début jusqu'à la fin. Et là, quand c'est comme ça, quand vous nous prenez les 2000 francs de redevance, on peut dire au moins, quand on suit les débats parlementaires, on apprend quelque chose. Plutôt que de nous mettre des films brésiliens ou de nous montrer des films de Whoopi. Mais non, non, non. Si on fait ça, on va éduquer le peuple. Et si on éduque le peuple, ce n'est pas bon. Ce duo de l'action et de la parole, de la réalisation et de l'explication, assure et garantit la représentativité effective du pouvoir politique, ainsi que la participation du peuple souverain et son contrôle. Quand tu es au pouvoir et que tu es un parti au pouvoir qui gère le pouvoir, les actions que tu poses là, tu dois pouvoir les renforcer avec la parole. Les réalisations que tu fais là, tu dois pouvoir expliquer pourquoi tu fais ces réalisations là, pour que le peuple comprenne. Quand tu fais ça, ça assure la garantie de la représentativité effective du pouvoir politique. Parce que le peuple se sent concerné. Est-ce qu'on ne dit pas que à partir du moment où on t'invite à parler ou à écouter, c'est qu'on t'invite
à y mettre la main. Si vous ne parlez pas avec le peuple ne se sent pas concerné. Ah, on dit ils ont fait route, oh. Ils ont fait hôpital, oh. Ils ont fait université. Oh. Après le reste, on regarde. Vous avez fait, mais le peuple ivoirien qui a appris de l'histoire est politiquement mûr et attend de sa classe politique une prestation qui remplit le cahier de charges de cette reddition des comptes démocratiques. Le peuple de Côte d'Ivoire que vous voyez là, ce ne sont pas des animaux. Je parle aux opposants comme aux partis au pouvoir. Les Ivoiriens que vous minimisez là, ne sont pas des animaux. Les malheurs et les bonheurs qu'ils ont connus à travers vous les politiciens là, ils ont retenu ça comme une leçon. Et ils s'en souviennent. Ça leur a permis de gagner en maturité. Ça leur a permis de savoir aujourd'hui ce qui est bon pour eux et ce qui n'est pas bon pour eux. En tant qu'individus. Mais c'est vous qui voulez les animaliser, les infantiliser. Parce que tant qu'on fera la politique en cachant la réalité, en communiquant peu, ces personnes seront toujours condamnées à ne pas comprendre ce que c'est que la politique. Et comme ça, vous allez toujours avoir un ascendant. Vous allez toujours avoir un pouvoir sur eux pour les contrôler. Mais sachez que le peuple a mûri politiquement. Le peuple connaît ce qui est bon pour lui. Et le peuple attend un minimum de vous. Que vous soyez au pouvoir ou dans l'opposition, le peuple attend que vous soyez capable de lui rendre compte. Et ça là, c'est sans état d'âme. Pourquoi le chef de l'État peut aller faire un discours de l'État de la nation, rendre compte, et puis on ne demande pas que l'Assemblée nationale vienne nous rendre compte. On ne demande pas que les grandes institutions viennent nous rendre compte. On ne demande pas que la Cour des comptes vienne nous rendre compte. Faut qu'ils viennent nous faire le bilan. Faut qu'ils viennent nous faire le bilan. Les grands criminels économiques de la nation, à travers le pôle pénal économique, mais les dirigeants de cette institution doivent venir pour nous faire un bilan public. Voilà de quoi est-ce qu'il est question. Et c'est comme ça, en informant le peuple, vous engagez le peuple dans l'action publique. Et vous donnez au peuple sa souveraineté. Parce que le peuple se sent. Le peuple sent sa participation. Et donc sa souveraineté. Vous êtes là-bas, le peuple est ici. Ce que vous avez fait, ça est au milieu. On n'a qu'à continuer à avancer. Vous n'aidez pas la démocratie. Et c'est pourquoi les opposants gagnent toujours cette fenêtre d'opportunité pour torpiller tout ce que vous faites. Pont qu'ils ont fait là, ça va tomber dans 2 ans. Pont qu'ils ont fait là, c'est déjà cassé. Vous ne voyez pas les fissures là. Pont là, ça ne va pas durer. Route biodégradable, IDH, faux IDH, tout. Alors que vous avez des communicants qui sont payés chèrement par l'État de Côte d'Ivoire pour donner une explication claire et simple aux Ivoiriens. Il y a un devoir de reddition des comptes démocratiques. Quand on a été élu par un peuple, on a l'obligation de venir devant ce peuple-là pour lui dire, voilà notre bilan. Or, il semble que cette dernière soit globalement en décalage avec cette maturité du peuple, comme en atteste la résilience des pratiques d'un autre âge à chaque temporalité électorale. Mais le meilleur moment pour se rendre compte que ce qu'on explique là, si ça avait été fait, ça allait être utile là, c'est quand le parti au pouvoir, on doit aller maintenant en 2025 aux élections. Maintenant, eux-mêmes, ils se retrouvent, ils n'ont rien expliqué. Ils n'ont pas formé le peuple démocratiquement. Ils n'ont pas donné au fur et à mesure les différents détails. Parce que la connaissance là, on ne va pas un seul jour pour accumuler et puis on dit, bon, il faut aller passer bac. On commence CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6. De toutes les façons, toutes les classes sont des classes préparatoires, donc même CP10. Si on avait formé le peuple petit à petit, la route qu'on a fait là, la route qu'on a fait à Guiglo là, est-ce que vous savez que la route là, depuis 1958, il n'y avait pas de route là-bas. Et le pont là était cassé. Les gens m'ont dit oui, c'est vrai, parce que nous, on était là, on a vu qu'un. Bon, aujourd'hui, le pont qu'on a fait là, est-ce que vous connaissez l'importance? Bon, le pont de Guiglo là, vous savez que c'est une région agricole. Aujourd'hui, ça va permettre aux planteurs de cultiver beaucoup.
Ça va permettre aussi, si quelqu'un est malade dans un village là, on peut même par la route prendre cette personne là, aller directement, on peut sauver sa vie. Alors qu'avant, quand il y avait un pont là, est-ce qu'on pouvait? Quand le peuple comprend comme ça, il dit, donc point important d'air. On dit, un pont là, c'est important d'air. C'est pourquoi on doit faire beaucoup de ponts. Ils disent, c'est là maintenant le peuple même dit, wallah, c'est vrai. C'est ça qu'on appelle un travail de pédagogie. Ce travail de pédagogie, quand il est fait là, le peuple même se sent important. Parce qu'il se dit, on nous a inclus dans l'action, ne serait-ce que par l'explication, dont nous devenons des gardiens du travail qui a été fait. Mais comme on n'avait rien expliqué aux gens, on a fait, on a laissé. On dit, oh non, le Prado, il est indéboulonnable. Oh non, le Prado, non, c'est un lâche. Non, il a fini avec ça. Et cette même minute là, les opposants viennent dire, pont, on ne mange pas pont. D'ailleurs même, désobéissance civile, brûler pont là, casser les routes là. Et donc maintenant, étant pris dans son propre piège, lorsque le moment des élections arrive, le parti au pouvoir sort maintenant et essaie maintenant de se rapprocher du peuple. Le décalage qu'ils avaient mis entre eux, parce qu'ils se disent le peuple n'est pas mature, il ne comprend rien. Et il ne faut même pas se fatiguer pour leur expliquer là. Maintenant que le moment des élections arrive, ils seront obligés maintenant de couper avec ces pratiques d'un autre âge pour passer aux campagnes électorales. Mais si les campagnes électorales vont tourner autour du fait que d'autres sont ivoiriens, d'autres ne sont pas ivoiriens, là, CEI, c'est comme ça, vous avez détourné, c'est parce que c'est le parti au pouvoir lui-même qui n'a pas fait un travail. C'est parce que le parti au pouvoir lui-même laisse l'opposition lui dicter les grandes lignes. Pendant combien d'années on nous a parlé de réconciliation? Si on ne se réconcilie pas, la Côte d'Ivoire va brûler. Si Laurent Gbagbo ne vient pas, la Côte d'Ivoire là, sera le premier pays dans l'apocalypse. Si on ne fait pas ça, tout ça, ça a été fait. Ça nous a amené où? Ça nous a amené où aujourd'hui? Alassane Ouattara a travaillé. Mais tu expliques ça à la grande majorité. On ne comprend pas. Mais c'est bien. Entre-temps, bien malin est donc celui qui, parmi les Ivoiriens, saurait dire ce qu'il en est du projet économique, social et politique du socialisme révolutionnaire anticolonialiste et panafricain que prétend incarner M. Laurent Gbagbo. De sa vision économique, sociale et politique de gauche, de rupture, qui suscita et justifia la dissidence de M. Pascal Affi-N'Guessan d'avec le socialisme entre guillemets gbagboïste. Entre-temps, cette opposition, sans technique, cette opposition constituée de personnes sans valeur. Quand tu prends le projet de Laurent Gbagbo, s'il en existe, il n'en existe pas du tout. Il dit que lui, il est un révolutionnaire, socialiste, il n'aime pas les colons et il est panafricaniste. On lui dit, il faut nous donner la liste des colons qui sont là actuellement. Parce qu'un colon, ça vient du verbe coloniser. Pour coloniser une personne ou un endroit, il faut que tu viennes sur le territoire, prendre possession du territoire et des personnes et des biens, et puis imposer une vision. On peut tout dire, mais il n'y a pas de colons en Afrique en 2024. Il dit, mais je suis aussi révolutionnaire. On dit, tu es révolutionnaire comment? Il dit, non, vous ne voyez pas. J'ai même envoyé Kone Katina au Burkina pour dire que comme on n'a pas encore fait de coup d'État en Côte d'Ivoire, nous les soutenons pour le coup d'État. Là, comme ça, on va faire une révolution. Quand il va prendre le pouvoir, pour se polir politiquement, il va dire, non, je suis un socialiste. Mais un mot dont il ignore tout le contenu. Et donc, pour pouvoir atteindre son jeu, son sale jeu, il fait croire qu'il est devenu panafricain ou même panafricaniste. Et lui, il aime les étrangers. Tellement il a fini d'aimer les Ivoiriens, là. C'est maintenant les étrangers qu'il aime. Alors que c'est du faux. C'est le seul politicien de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu rentres dans les ambassades du Mali, du Burkina, du Ghana, du Niger, du Burkina Faso. Ces ambassades ont chacune à elles des listes de personnes qui ont été massacrées par le régime de Laurent Gbagbo. Quand on lui demande quelle est ta politique économique, non, vous savez,
Si tu payes une boîte de sardines, que tu ajoutes 10 francs dessus, non. De toute façon, moi-même, je suis un commerçant. Et donc, un commerçant, là, lui, il a un produit, il te présente. Si tu achètes là, c'est fini. Une fois que tu as fini d'acheter là, lui, il est parti. Quelqu'un même qui évolue dans un vide idéologique politiquement parlant. Qui pourra vous dire, bien malin est donc celui qui saurait dire que le programme et le projet de gauche de Pascal Affi-N'Guessan, qui s'apprêterait d'ailleurs à rejoindre Laurent Gbagbo, au dire de certains, le PPACI. Bien malin est celui qui, parmi les Ivoiriens, saurait expliquer ce qu'il en est du projet économique, social et politique, social-démocrate, humaniste de rupture de MGC de Simone Gbagbo, ou pardonnez s'il vous plaît Simone Eivé, qui semble n'être qu'un pur flatus vocis déclamatoire. Vous-même là, Ivoirien, si on ne connaît pas le programme de Gbagbo, on ne connaît pas le programme d'Affi-N'Guessan. Maintenant là, Karaba dit qu'elle là, qu'elle est sociodémocrate, comme Angela Merkel, mais que pour elle là, elle est humaniste. Un humanisme qui soit basé sur le viol des femmes, sur l'apologie du viol collectif des femmes, sur la répression féroce et sanglante des droits humains. Pourquoi des gens ont marché? Ils méritaient la mort. La marraine des escadrons de la mort, elle aussi, pour tromper les Ivoiriens, fraude sur l'étiquette, elle s'est donné une idéologie qu'elle ne connaît même pas. Mais elle dit, moi, je suis social-démocrate humaniste, hein? Au MGC là, vraiment, si vous croyez en nous, venez, on va s'ajouter ensemble et puis on va créer l'opposition pour qu'on puisse libérer la Côte d'Ivoire. Parce que le pays là, vraiment, c'est pas bon. Il faut qu'on libère la Côte d'Ivoire. Ce n'est que du pur flatou vocis déclamatoire. En français simple, c'est oba-oba. C'est vous-vous-là. Il n'y a rien dans ce qu'elle a dit. Et elle ne maîtrise rien. Tu lui demandes de te définir la sociodémocratie, elle ne sait même pas de quoi elle parle. Elle, là, quand elle se regarde, là, elle a un aspect humaniste. Simone, tu es la plus inhumaine des femmes en Côte d'Ivoire. Madame Simone, tu es une méchante dame. Madame Simone, tu es la honte des femmes en Côte d'Ivoire. Parce que tu as demandé que des femmes soient violées et tu as justifié cela à travers le fait pourquoi elles sont sorties pour réclamer leurs droits. Toi, tu peux parler d'humanisme. Toi, tu peux parler de bonnes mœurs humaines. Toi qui as parrainé les escadrons de la mort. Toi, Simone, qui a été incapable de dire à Laurent Gbagbo, ne conduis pas les Ivoiriens dans l'hécatombe. Mais c'est en Côte d'Ivoire qu'on peut voir de telles choses. Elle aussi, elle se lève aujourd'hui. Elle dit, je suis social-démocrate humaniste. Chers Ivoiriens, ne laissez pas les gens abuser de votre bonne foi et de votre bonne conscience. Normalement, dans un pays sérieux, ces personnes auraient pris la retraite depuis très longtemps. Mais laissons ça, laissons ça, laissons ça. Bien malin, celui qui saurait expliquer ce qu'il en est aussi du projet économique, social et politique libéral, d'obédience ou fouettiste de M. Tidiane Thiam. Il y a Chakadian aussi qui est là. Lui dit, mais moi je suis comme Ouattara. Moi j'ai géré aussi des petites succursales, des coupecs en Europe. J'en ai géré. Ne pensez pas comment ça s'est terminé. Mais j'ai un projet économique pour la Côte d'Ivoire. Parce que je suis un libéral. Mais surtout, je suis le petit-fils d'Oufoué. Donc, croyez en moi. Et acceptez tout ce que je ferai. Et ça marche. Parce que eux ici, ils vont se baser sur le tribalisme. Si le projet politique et le projet de société de M. Tidiane demeurent un flou, cela ne fait pas moins que nous sachions
que ce même Tidjane Thiam a été le ministre des Infrastructures sous la direction d'Henri Konan Bédié. Un gouvernement d'ethno-nationalistes qui se dressa conflictuellement contre l'ethnicité, qui se dressa, pardon, si vous voulez, à travers l'ethnicité contre la citoyenneté et a brisé la République. Tidjane Thiam a travaillé avec Henri Konan Bédié, un nazi tropical, un individu dangereux pour la société. Et Tidjane Thiam se frottait les mains lorsqu'ils ont pris l'ethnie Akan comme la mesure pour détruire la citoyenneté en Côte d'Ivoire et casser la République. Ce sont ces personnes de peu de valeur aujourd'hui qui ne s'assument pas, qui ont honte de leur bilan, qui sont incapables de faire un projet économique, social et politique, qui viennent et qui veulent jouer les nouveaux et qui veulent en même temps jouer les moralisateurs. Mais ça ne passera pas. On va se dresser pour vous dire de nous faire vos bilans. La question se pose donc, à juste titre, de savoir si Tidjane Thiam s'inscrit dans une politique de rupture avec ce passé ou s'il s'inscrit dans la continuité de ce passé. Il faut que les Ivoiriens aient le courage de demander à Tidjane Thiam, est-ce que tu vas continuer la politique tribaliste, ethno-xénophobe nationaliste d'Henri Konan Bédié, la politique ivoiritaire? Il faut nous dire la vérité avant qu'on avance. Est-ce que tu vas continuer avec cette même politique-là? Parce que c'est sur cette même base que tu te fais élire au PDCI, en écartant tout le monde pour que ce soit un Akan. Est-ce que quand tu vas venir là, tu ne vas pas mettre les Akans au-dessus des autres populations pour reprendre la politique de l'ivoirité, pour bien diviser les Ivoiriens et puis réussir ton coup, et puis prendre notre argent et puis aller déposer ça au Sénégal? Parce que tu n'es pas venu pour faire le bien, ni de ceux qui t'ont aidé parce qu'ils ne savent pas que tu les as trompés. Mais tu ne feras pas le bien de nous autres qui voyons clair dans ton jeu. Mais ta politique là, tu sais qu'on a toujours dû diviser pour mieux régner. Et ta politique de diviser pour régner, tu as réussi cela au PDCI. Mais qu'est-ce qui prouve que, une fois venu à la tête du pouvoir, qu'est-ce qui prouve que tu ne vas pas encore créer les tensions entre les Ivoiriens et continuer le même modèle? Aie le courage de nous dire, fais le bilan de l'ivoirité quand tu as été un acteur, parce que tu travailles dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Viens nous dire si ça a été une bonne chose ou pas. Si tu n'es pas capable de nous dire ça, que ça a été une mauvaise chose, ça veut dire que tu vas continuer sur ce modèle-là. Mais ça, on n'a pas besoin d'aller à l'université pour ça. On n'a pas besoin d'avoir une révélation divine pour cela. Quand un individu n'est pas capable de dénoncer un mal, ça veut dire qu'il a un avantage dans ce mal-là. Quand un être humain est mis en face de ses responsabilités, et il y a un mal qui est là, on dit, il faut te prononcer. Il dit, moi, je ne me prononce pas là. C'est qu'il gagne un avantage dans ce mal-là. Toi, Tidjane Thiam, tu as été ministre du Plan et du Développement d'Henri Konan Bédié. Tu as été un artisan de l'ivoirité. Tu n'as jamais condamné. Ça, c'était hier. Mais aujourd'hui, tu veux commander les Ivoiriens là. Est-ce que c'est seulement les Akans que tu veux commander ou mais c'est l'ensemble des Ivoiriens que tu veux commander? Donc, on te demande aujourd'hui là, est-ce que tu vas continuer la politique de l'ivoirité? Et les premiers signes sont là. Pour que tu deviennes le président du PDCI, tu as utilisé des facteurs qui ont exclu les autres. Un, tu es Baoulé. Deux, tu es le petit-fils d'Oufoué. Et donc, par solidarité clanique, ils t'ont mis à la tête du PDCI. Mais est-ce que ce même modèle-là, les gens ne peuvent pas te dire, quand tu viens au pouvoir, c'est les Baoulés et les Akans qu'il faut mettre sur la tête des Ivoiriens? Et quand on te pose cette question-là, est-ce que tu vas continuer ce modèle-là ou est-ce que tu vas condamner ce modèle-là? Tu ne te prononces pas. Puisque tu ne te prononces pas, ça veut dire que tu es d'accord pour ce modèle. Mais ce qui t'intéresse là, ce n'est ni la vie des Akans, ni la vie des autres Ivoiriens. Toi, le pays qui te tient à cœur là, c'est le Sénégal. Donc tu vas créer les divisions entre les Ivoiriens, entre les Akans. Et maintenant, quand tu seras à la tête du pays là, toi et puis tes camarades de l'AES et puis du Sénégal là, vous allez prendre les biens de la Côte d'Ivoire. Et puis maintenant,
que la Côte d'Ivoire brûle ou pas, ce n'est pas votre problème. On sait par contre, du fait de leurs actions politiques, à la direction de l'État ivoirien entre 2000 et 2010, que le socialisme et la politique de gauche de Laurent Gbagbo, de M. Affi-N'Guessan et de Mme Simone Eivé n'ont rien à voir ni avec le socialisme révolutionnaire égalitaire et universaliste républicain, ni avec la social-démocratie pluraliste. Et donc, chers Ivoiriens, les gens vont sortir pour vous donner des grands mots. Moi, je suis une politicienne socialiste, vous savez, sociodémocrate, hein? Eh ben, moi, Affi-N'Guessan, je suis un socialiste révolutionnaire égalitaire. Et moi, Laurent Gbagbo, vous le savez, hein, je suis un socialiste universaliste républicain. Waouh! Chers parents, il n'y a rien dans tout ce qu'ils ont dit là. S'il y avait quelque chose dedans là, ils ont dirigé entre 2000 et 2010. Demandez-leur aujourd'hui tous les mots que vous avez dit pour nous tromper dans les villages là. Il y a quel avantage dans tout ça là? Et puis vous avez fait 10 ans au pouvoir et puis on ne voit pas aujourd'hui. Posez-leur cette simple question là. Je suis social-démocrate, je suis universaliste républicain, je suis socialiste révolutionnaire égalitaire, j'ai tant des grandes théories là. Mais vous avez déjà l'occasion de gérer le pays. Montrez-nous aujourd'hui là, même une seule trace de tout gros français que vous avez dit là, montrez-nous un avantage. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On sait que le socialisme et la politique de gauche de ces ex-dirigeants du FPI, empruntant largement à l'ethno-nationalisme xénophobe et exclusionniste d'extrême droite identitaire de Henri Konan Bédié, que cette politique conduisit à la division interne du pays et finalement à la guerre civile. En réalité, ce que ces personnes ont fait, que ce soit Bédié, que ce soit Tidiane Thiam, que ce soit Simone Eivé Gbagbo, que ce soit Laurent Gbagbo lui-même, que ce soit Affi-N'Guessan et que ce soit toute l'opposition, c'est qu'ils ont continué une politique ivoiritaire, xénophobe, exclusionniste, une politique identitaire pour trouver un ennemi. C'est comme dans une religion, le Satan devient l'ennemi. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Et c'est basé sur le dogme. En politique, c'est la même chose. Il faut trouver un ennemi. Comme il y a les plus faibles, ceux qui n'allaient pas à l'école auparavant, on cible les gens du Nord. Eux deviennent le Satan. L'idéologie, quel que soit ce que vous entendez, c'est basé, il faut créer la haine contre un peuple. Là, quand c'est comme ça, tout le monde se réunit autour de ces chefs-là. Et ce chef-là leur dit, maintenant, attaquons ce peuple-là. Et quand c'est comme ça, on crée une politique d'extrême droite identitaire, une politique exclusionniste, une politique xénophobe. Et tout le monde sait où ça conduit. Aucun peuple ne se laissera désabuser. Aucun peuple ne se laissera, abuser. Je voulais dire, aucun peuple ne se laissera marcher dessus comme un ver de terre. Ça va diviser le pays. Et il y aura une belle guerre civile qui aura été le plus grand chef-d'œuvre de Laurent Gbagbo. Le plus grand héritage de Laurent Gbagbo, c'est d'avoir conduit la Côte d'Ivoire dans une guerre civile. Et il en a d'ailleurs bien profité, puisque ça lui a donné un mandat gratuit en 2005. Et ça lui a permis de faire 3000 morts en 2010. Et aucun membre de sa famille n'a trépassé. Mais Laurent Gbagbo, 2025 ne sera pas 2010, encore moins 2020. Parce que les Ivoiriens ont pris conscience que le minimum, mais qui en même temps, le plus important, c'est leur vie. Et ils vont défendre leur vie. Le commun des Ivoiriens semble savoir. Par contre, par les 5 sens et par un minimum de réflexion, ce qu'il en est du programme économique et du projet sociétal libéral centriste et progressiste de M. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Le père Alassane nous dit, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien, tu n'es pas ivoirien. Tout le monde sent ça. On a les 5 sens.
Il y a les oreilles, la bouche pour goûter, donc la langue. Tu as les narines pour respirer. Tu as les yeux pour voir. Et puis tu as ta main pour toucher. Voilà les 5 sens. La Côte d'Ivoire, là, les bénéfices que le programme économique et social du président Alassane Ouattara a rapporté à la Côte d'Ivoire, là. Joe, si tu ne gagnes pas pour toi sur ta langue, là, si tu ne sens pas sur ta langue, tu sens ça dans tes mains. Si tu ne sens pas ça dans les deux, là, tu sens ça dans ce que tu respires. Est-ce que tu sens encore odeur du Probo Koala? Est-ce que la lagune sent? Si toi-même tu ne vois pas tout ça là, en tout cas tes yeux te montrent aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a changé. Le pays est en chantier. Si toi-même tu ne vois pas tout ça là, quand tu écoutes les radios tout autour, on te dit tous les grands investisseurs vont en Côte d'Ivoire. Donc tes oreilles entendent. Parce que vous avez à la tête du pays un monsieur qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il a basé ses projets sur le libéralisme central et progressiste. Ça veut dire quoi? Je vous ai déjà expliqué ce que c'est que le libéralisme. Dans le libéralisme, on crée des conditions globales et chaque être humain utilise ses capacités pour avoir ce qu'il doit avoir dans la société. Si vous voulez, on peut résumer pour dire que c'est la société de la concurrence. Mais dans cette société de concurrence, à la différence des États-Unis, qui pratiquent une politique, je vais dire, sauvage de la loi du marché, on reste centriste. C'est pourquoi, vous voyez, on n'est pas dans l'économie du marché aveugle comme aux États-Unis. On reste dans le juste milieu. Et c'est ce juste milieu qui nous permet de faire des programmes comme par exemple les filets sociaux et autres. Si le président Ouattara doit être un libéral pour être un libéral en vrai, on ne doit pas avoir les filets sociaux. On ne doit pas avoir dans les programmes PS-Gouv les actions d'aide et de soutien aux populations. Et c'est ça qui montre le centrisme. Et en même temps progressiste. Il y a le verbe progresser là-dedans. Ça veut dire qu'il faut faire bouger notre société pour qu'elle aille de l'avant. Si toi, tes yeux ne t'ont pas montré ça, ta main ne t'a pas montré ça, ta bouche ne t'a pas montré ça, tes oreilles ne t'ont pas montré ça, et puis, toi, tu es en train de vadrouiller, tu n'as rien compris là, c'est que toi, tu ne connaîtras jamais ton bonheur sur la terre. Car ce programme et ce projet libéral actif se constate des vies à travers la transformation infrastructurelle de la société ivoirienne. Il dit, quand tu regardes la Côte d'Ivoire aujourd'hui, à travers les infrastructures, à travers tout ce que tu vois là, ça se voit, ça ne se cache pas. Et s'il vous plaît, c'est le travail du président Ouattara. On attend que les autres cadres aussi fassent quelque chose à côté. Sinon, c'est le bilan du président Ouattara. Si ça avait été mauvais, là, on allait dire que c'est lui. Et donc, les cadres incompétents qui sont dans le RDR, RHDP, assumez-vous. Et commencez à faire quelque chose pour convaincre les Ivoiriens. Il se constate dans les faits par une action gouvernementale caractérisée par la modernisation des infrastructures économiques, des équipements publics et par une redistribution des fruits de la croissance. Et donc, est-ce que c'est à moi de vous dire qu'il y a eu une augmentation du salaire minimum en Côte d'Ivoire? On est passé de 50 000 à 75 000. Est-ce que c'est à moi de vous dire qu'au minimum, le salaire des fonctionnaires a été augmenté de 15%? Je dis bien au minimum. Est-ce que c'est à moi de vous dire qu'aujourd'hui, toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont leurs infrastructures qui sont soit modernisées et dans tous les domaines? C'est des choses qu'on voit et dont on n'a pas besoin de perdre le temps. Or, cette gouvernance libérale, productive et progressiste, souffre d'un manque d'explication et d'argumentation qui permettra aux Ivoiriens d'en saisir réflexivement l'intelligence et les fins ultimes. Mais tout ce beau travail que je viens de vous expliquer, il n'y a pas un travail derrière pour expliquer aux Ivoiriens. Vous voyez tout ce qu'on a fait, pourquoi on a augmenté le salaire des fonctionnaires,
Pourquoi on a fait augmenter le salaire minimum? Pourquoi on a donné les filets sociaux? Pourquoi on a construit beaucoup d'hôpitaux? Pourquoi on a fait beaucoup de routes? Pourquoi on a construit beaucoup d'infrastructures? Si on sortait pour expliquer aux Ivoiriens, si on sortait pour donner avec des arguments à l'appui, et qu'on permettait dans un langage accessible à tous, cela aurait éduqué les Ivoiriens à ne plus se laisser berner par les fausses promesses d'une opposition. Malheureusement, si aujourd'hui les Ivoiriens, Gbagbo a dit, il a dit ça, c'est parce que vous n'avez pas fait ce travail-là. Parce que ça aurait rendu les Ivoiriens intelligents. Ça aurait permis aux Ivoiriens de prendre le temps pour réfléchir, mais nous, on n'avait pas tout ça avant. Comment se fait-il qu'une seule personne est venue faire ça? Mais si tous les politiciens travaillent comme Ouattara, comment nous allons devenir? Quel sera l'avenir de nos enfants? Et c'est justement là que les politiciens ne veulent pas conduire les Ivoiriens. Et malheureusement, le RHDP est tombé aussi dans ce piège. Parce que si on rend les Ivoiriens intelligents, si on rend les Ivoiriens capables de réfléchir sur les actions économiques, sur les actions politiques de chaque dirigeant, ça va amener les Ivoiriens à être exigeants. Et donc, il faut les maintenir dans l'abrutissement. La présentation aux 5 sens des effets concrets et des résultats d'une gouvernance politique n'équivaut pas à une explication pédagogique, des médiations qui en soutiennent la réalisation en termes de choix idéologiques, de principes, de valeurs, d'idéaux et de vision sociétale. Le père Alexis Diat nous dit, même si vous avez fait tout ce que vous avez réalisé, on voit ça avec nos yeux, on sent ça sur nos langues, on sent ça avec nos mains, on sent ça avec nos oreilles, on voit ça avec nos yeux là. Il dit c'est un effort qui est respectable. Mais cet effort-là ne vaut pas, et cet effort n'est pas plus important qu'une bonne et belle explication éducative. Parce qu'en expliquant très bien aux gens, s'ils ont bien compris là, ça devient un moyen de médiation qui va servir à renforcer votre choix idéologique. Ça va renforcer des principes. Ça va créer de nouvelles valeurs et de nouvelles visions dans la société. Et le RHDP n'a pas compris ça. Les Ivoiriens attendent donc de leur personnel politique et en raison de leur maturité politique, une démocratie parlementaire complète à laquelle les protagonistes jouent chacun leur rôle dans les règles de l'art. Et donc, ce que les Ivoiriens attendent, quand le parti au pouvoir fait du beau travail comme ça a été expliqué, qu'il puisse faire suivre cela par une explication pédagogique, éducative, pour non seulement renforcer les choix idéologiques, les principes de vie, les valeurs et de nouvelles visions dans notre société, mais que les opposants eux-mêmes aussi assument leurs responsabilités dans les règles de l'art en étant des opposants. Et dans une émission précédente, j'ai déjà expliqué les 3 caractéristiques d'une bonne opposition. Et donc, pour tous ceux qui auront tiré de la graine de ce que le père Alexis Diat a dit avec quelques explications d'éclaireurs pro-vérité, nous vous disons merci et surtout merci de nous faire confiance et de nous avoir suivis.